Le pouvoir caché des matériaux, un podcast de Saint-Gobain. Bienvenue à toutes et à tous dans Le pouvoir caché des matériaux, le podcast qui explore le futur des matériaux. À l'occasion de la semaine de l'économie circulaire, on vous propose dans cet épisode de s'intéresser aux déchets de la construction. Nous l'avons vu précédemment dans l'épisode « À quoi ressemblera la ville 100% circulaire en 2050 ?», l'Union européenne a fixé depuis 2008 un taux de valorisation des déchets du BTP à hauteur de 70% d'ici 2020. Or, à ce jour, le secteur du BTP continue de produire chaque année 228 millions de tonnes de déchets en France. Et sur les 46 millions de tonnes de déchets produits par le secteur du bâtiment uniquement, près des 3/4 sont des déchets inertes, c'est-à-dire du béton, des tuiles, des briques, donc des déchets parfaitement recyclables. Et pourtant, seuls 31% de ces déchets inertes sont recyclés. La gestion des déchets de la construction est d'ailleurs un sujet de société qui touche tout le monde, les grandes entreprises, les PME-TPE ou même les particuliers. On l'a vu l'été dernier, les maires des communes françaises sont très préoccupés parce qu'ils n'arrivent pas à endiguer les dépôts sauvages et les décharges illégales. Alors pourquoi ne recycle-t-on toujours pas les déchets du BTP ? Quels sont les freins à la mise en place d'une plus grande circularité dans la gestion des déchets de la construction, mais aussi quels sont les leviers que l'on peut activer pour réduire l'empreinte écologique de nos chantiers. C'est précisément à ces questions que nous allons tenter de répondre avec mes invités en studio. Stéphanie Coulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure environnement au sein de la Fédération française du bâtiment, la FFB. Marie Combarieux, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes de votre côté fondatrice de la start-up EcoDrop, spécialisée dans la collecte des déchets de chantier prêts à être recyclés. Et enfin, Johanna Ferrière-Rebello, bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous responsable du service environnement à la direction de l'ingénierie de Bouygues Bâtiment Rénovation Privée Île-de-France. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors, je l'ai dit en introduction, on recycle finalement assez peu par rapport à ce que l'on pourrait faire. On a encore une belle marge de progression. Pourtant, il y a 15 ans, on recyclait déjà nettement plus. Pourquoi a-t-on arrêté de recycler ? Johanna Ferrière-Rebello. Quand on parle d'économie circulaire et de recyclage et qu'on interroge nos chefs de chantier, les plus anciens nous disent qu'effectivement, il y a 15 ans, on recyclait plus que maintenant. Alors, peut-être que le recyclage, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, il faisait beaucoup plus de sens, ce fameux bon sens paysan. Et en fait, ça s'explique par plusieurs choses. Ça s'explique premièrement par la temporalité des chantiers. Avant, on se posait un peu plus pour réfléchir en conception, en phase travaux. On acceptait que les travaux dépassent 2 ans, 3 ans. Et puis, du coup, on organisait un petit peu mieux la logistique. Et puis, peut-être aussi, pour une raison de compétitivité, on s'est tourné à avoir beaucoup de coactivité. On multiplie les sous-traitants, on multiplie les flux de matière, les approvisionnements sur des horaires décalés, avec des flux de camions qui ne s'arrêtent pas. Et là, on massifie des déchets qu'on n'arrive plus à trier, puisque complètement mélangés in fine. On n'arrive plus à absorber le volume, finalement. Exactement. Alors, Marie Combarieux, si les matériaux de construction ne sont toujours pas massivement recyclés, où finissent-ils actuellement dans la plupart des cas ? Alors malheureusement, vous l'avez dit, il y a un gros problème de dépôt sauvage parce que si les solutions ne sont pas simples, suffisamment économiques, suffisamment fluides et évidentes pour les acteurs du bâtiment et notamment pour les petits, et bien malheureusement ils vont se tourner vers la solution la plus simple qui est celle d'aller déposer les déchets dans la nature ou éventuellement faire appel à des personnes qui pensent être des professionnels qui facturent leurs prestations et qui malheureusement eux-mêmes jettent ces déchets dans la nature. On a tous entendu parler beaucoup de la décharge sauvage de Carrière-sous-Poissy. On sait que là, il y a vraiment des individus qui se présentent comme des professionnels et qui vont balancer là-bas. Donc voilà, ça c'est un premier sujet. Et puis sinon, quand les déchets ne sont pas triés suffisamment bien sur les chantiers ou ne sont pas bien guidés, ils se retrouvent dans des lieux de transfert et vont directement en décharge, c'est-à-dire elles n'ont plus aucune chance d'être valorisées. Donc voilà, tout l'enjeu, c'est que les déchets se retrouvent dans le bon endroit, si possible triés en amont ou sur des sites qui sont en mesure de trier ces déchets et qui ensuite les envoient vers les bonnes filières de valorisation. Donc selon moi, un des gros enjeux, c'est le tri.
c'est l'enjeu de filière. Et puis ensuite, les emplacements géographiques du coup des différentes étapes par rapport au chantier. Alors très concrètement, qu'on s'imagine bien, on est sur chantier, alors que ce soit un chantier de démolition ou un chantier de construction, peut-être que c'est pas la même chose. Comment on gère tous les déchets par strate? J'imagine qu'il y a un protocole, il y a une logique. Si on ne peut pas valoriser tel déchet, du coup on l'envoie à tel endroit. Comment on procède très concrètement? Stéphanie Coulon. La directive européenne définit une hiérarchisation des modes de traitement des déchets. Effectivement, elle donne la priorité d'abord, avant même le réemploi, etc. C'est la prévention, c'est-à-dire le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, c'est effectivement d'éviter de produire des déchets. Puis, effectivement, le réemploi. Alors, le réemploi, contrairement au recyclage, là, on va réutiliser un produit tel quel. À la limite, on lui fait un petit traitement, on prend une porte, on lui donne un coup de peinture, un coup de lasure, et on va réutiliser cette porte, soit comme une porte, soit comme une cloison ou comme un élément d'architecture décoratif ou autre chose. Donc ça, c'est le réemploi. Vient ensuite le recyclage. Donc là, pour le coup, on récupère de la matière. Donc on va démanteler un produit pour récupérer séparément les différents types de matières. Par exemple, on prend une fenêtre, on va enlever le cadre, on va enlever le vitrage et on va ensuite récupérer les différents composants pour recycler. Si le cadre est en bois, le bois. Et le verre pour refaire du calcin et le réincorporer dans la fabrication du verre. Donc le recyclage. Vient ensuite la valorisation matière, qui peut être par exemple le remblai de carrière, le compostage, etc. Puis la valorisation énergétique, où là pour le coup on brûle des déchets pour récupérer de l'énergie. Et enfin, en dernier lieu, effectivement, quand on n'a pas le choix pour les déchets ultimes, l'enfouissement. Johanna Ferrière-Rebello. Alors en fait, pour endiguer et maîtriser au mieux tous ces flux, il s'agit déjà de les connaître. Donc le préalable, c'est d'identifier ces flux et de réaliser ce qu'on appelle un diagnostic ressources. Donc on va pouvoir comme ça sur les différentes phases du projet. Donc effectivement, on va distinguer 3 phases majeures: le curage, la démolition et la construction. Pour les immeubles existants en tout cas, sinon que la construction pour les immeubles neufs. Et pour ces différentes phases, on va comme ça identifier les différents flux, donc plutôt des matériaux de seconde œuvre en curage, plutôt des matériaux inertes en phase démolition, et puis malheureusement, plus de 50% des déchets qui sont produits sur un chantier viennent de la phase de construction. C'est-à-dire que c'est tous les emballages, toutes les chutes, tous les flux de matière qui sont pourtant neufs, qu'on achète, qui finissent une bonne partie à la poubelle, parce qu'on n'a pas assez calpiné, on ne s'est pas assez concerté. Parfois, on réalise des travaux pour avancer le planning et qui doivent être détruits par la suite pour faire passer des câbles qu'on n'avait plus vus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très présent. Donc par rapport à ces phases-là, on a des acteurs différents. Sur le curage et de la démolition, on a des acteurs qui sont plutôt organisés. Alors sur certains flux de matière, notamment les inertes, c'est plutôt bien valorisé avec ces acteurs-là. Plus nouveau, sur des filières comme le verre, comme le plâtre, même si pour autant ça commence à vraiment bien prendre. Et puis en phase de construction, là c'est là où se situent les plus grands efforts à faire sur des contenants réutilisables, sur du pré-calpinage, l'utilisation de la maquette numérique justement pour éviter les travaux destructifs et faire de meilleures interfaces. C'est tous ces leviers qu'il faut activer. Oui, Marie Combarieux. Je me permettais de rajouter que c'est la situation est vraiment différente suivant qu'on parle d'un gros chantier ou d'un petit chantier. Le diagnostic de déchets est infaisable dans une petite rénovation. Un professionnel du bâtiment, il sait pas faire ça, peut-être en amont. Il faut juste qu'il ait une bonne organisation et peut-être des solutions qui lui soient apportées qui permettent de gérer ses déchets au fur et à mesure du chantier. Si jamais il a juste une benne devant son chantier qui lui propose de tout amener, finalement mélanger, il met tout à la benne et ça part d'un seul coup, l'ensemble de ses déchets de chantier, il va pas pouvoir gérer ce tri-là. Mais finalement, s'il a des solutions qui lui sont apportées, qui permettent de venir chercher, collecter les déchets au fur et à mesure de leur production, alors il va pouvoir gérer ces déchets différenciés à chaque étape de son chantier. Donc au moment de la démolition de la cloison, ensuite au moment où il reconstruit. Et alors là, il va avoir différents types de déchets, il va pouvoir du coup gérer ce tri. Ensuite,
le petit artisan, il est vachement plus sensibilisé à la variable prix. Et là, on arrive sur les gros enjeux dont on parlera après, qui sont, il faut que les filières s'organisent pour que les prix soient incitatifs au tri et que du coup, il ait une incitation à trier ses déchets en amont, en se disant, bon, bah, si je mets le plâtre de côté, les emballages de l'autre, les emballages, je vais pouvoir les emmener à la déchetterie gratuitement parce qu'ils sont extrêmement bien valorisés. Le plâtre me coûte moins cher que si je mélange tout ensemble. Donc, il y a une logique de prix qui est en train de s'installer et qui va être de plus en plus bénéfique au fur et à mesure de l'évolution de ces filières et de la construction qui est en train de se passer aujourd'hui. Oui, Johanna Ferrière-Rebello. Un petit ajout pour dire que ce que vient de dire Marie, ça s'applique aussi aux grandes entreprises, que la variable coût est vraiment le levier principal qu'on active au quotidien pour faire trier sur site. Et c'est là qu'on arrive le plus facilement à faire sauter les verrous culturels. Et d'habitude, où on mettait tout dans la même benne et on se disait, bon, bah, je paye au forfait, ça ne me dérange pas. Et on trouve des solutions, nos chefs trouvent des solutions, même quand il n'y a aucun emplacement pour une benne, pour mettre des racks, pour mettre des poubelles, pour mettre des retourneurs, et finalement fonctionner un petit peu comme les ordures ménagères avec des jours de ramassage en fonction des flux. Donc on se rend bien compte qu'à partir du moment où on fait cette analyse, et effectivement on a besoin d'outils pour ça, pour nous aider et nous inciter, et bah, économiquement on s'y retrouve. Et donc on arrive à emmener le plus grand nombre avec cette variable. Alors en même temps, le tableau n'est pas si noir que ce que j'ai présenté en introduction, puisque depuis quelques années, on a quand même certaines filières qui se sont mises à recycler, il faut le dire. Alors quels sont les matériaux qu'on recycle le plus, le mieux aujourd'hui? Quels sont les bons élèves, Johanna Ferrière-Rebello? Alors on observe selon les phases d'un chantier différents flux qui s'organisent et qui sont très performants. On peut citer le plâtre, on peut citer le verre, le métal, c'est un peu historique et comme il y a beaucoup d'argent autour de ça, c'est très bien organisé. Et puis après vont arriver le côté des emballages, les cartons. On commence à avoir sur les chantiers notamment des presses à balles pour massifier. Puisque plus on massifie, plus on a une rentabilité qui s'installe dans la valorisation de ces déchets. Le bois est aussi quelque chose de bien valorisé. Et puis après, là où pour moi il reste encore beaucoup de progrès à faire, ça reste encore les laines, même si aujourd'hui la filière Isover se structure et nous donne cette possibilité-là, c'est encore très récent. Donc sur tout ce qui est laine, et puis après tout ce qui va être certains matériaux composites et associés, c'est-à-dire des matières qui sont inséparables en fait, sauf en industrie. Et donc là, de fait, ça part en enfouissement. Je prends l'exemple des moquettes. Une moquette, c'est constitué de 12 couches différentes. Et pour aller chercher la partie textile qui l'intéresse, à part un industriel qui est équipé pour fabriquer de la moquette, personne d'autre ne peut récupérer cette matière. D'où souvent, soit elle part en enfouissement, soit au mieux en valorisation énergétique. Alors quand on dit que certains matériaux présentent un bon taux de recyclage, c'est un taux de quel ordre en termes de chiffres ? C'est très varié. Par exemple, on a parlé du plâtre. Aujourd'hui, le plâtre, c'est quelque chose qu'on arrive à facilement séparer, à bien valoriser. Et puis derrière, quand on achète une cloison, une nouvelle plaque de plâtre, en fait, c'est au moins 10% de matière recyclée qui est intégrée. Donc on sent bien qu'il y a quand même une grosse massification. Stéphanie Coulon. Si on regarde au global, les déchets qui sont aujourd'hui les mieux recyclés, effectivement, outre les métaux, c'est historique, effectivement, vous ne trouverez jamais des métaux qui traînent dans les bennes ou sur les chantiers, ils disparaissent en général avant. Mais effectivement, quand on parle de bon taux de recyclage, les inertes aujourd'hui sont globalement bien recyclés, valorisés de façon plus générale, on sait le faire. Le plâtre, effectivement, on commence à le faire depuis maintenant 3-4 ans. Il y a une technologie qui permet aujourd'hui... Avant, on recyclait que les chutes de plâtre propres, c'était facile. Mais effectivement, le plâtre issu de la démolition, de la réhabilitation, quand on démolit, on a une plaque de plâtre collée à du carton, à de l'isolant, etc. Il faut séparer les différents composants. Et donc, il y a une technologie qui a été mise en place pour permettre cette séparation et permettre le recyclage de ce gros gisement. Mais aujourd'hui, on est un taux de recyclage de l'ordre de 15% du volume total de plâtre. Donc il reste des progrès à faire, notamment en termes de massification du gisement, de collecte, pour justement augmenter les volumes recyclés. Si on prend un autre exemple, le verre plat, donc le verre des fenêtres,
Aujourd'hui, on sait bien recycler. Effectivement, la technologie existe pour recycler et refaire du calcin qui va être réincorporé ensuite dans la fabrication du verre. Néanmoins, on a aujourd'hui un gros problème de collecte et de qualité du verre qui est collecté pour faire du verre plat, parce que les exigences en termes de qualité sont très, très élevées. Et donc, pour collecter un verre de qualité, c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'est qu'à peu près 3 à 5% de recyclage du verre plat en France. Donc, il y a vraiment du travail à faire de ce côté-là. Quand on parle de recyclage, c'est du recyclage à l'infini? Le verre est un matériau qui se recycle à l'infini. Mais vous pouvez faire du verre, récupérer du calcin et faire du verre pour des bouteilles, par exemple, qui nécessitent pour le coup une qualité de verre inférieure à si vous voulez refaire, par exemple, du verre plat. Néanmoins, c'est essentiel d'arriver à augmenter ce recyclage, parce que pour vous donner un ordre de grandeur, pour faire fondre du sable, qui est la matière première pour faire du verre, il faut monter les fours à peu près 1600 degrés. Pour fondre du calcin, vous n'êtes qu'à 800 degrés. Donc en gros, vous avez 50% d'économie d'énergie pour refabriquer du verre. Et donc, voilà, c'est essentiel d'arriver à récupérer ces fenêtres et à booster cette filière, notamment. Johanna Ferrière-Rebello, vous vouliez intervenir? Oui, un petit complément au sujet du verre. C'est très récent, mais c'est très encourageant. Les industriels s'équipent et se renforcent sur ce sujet. Et maintenant, en Ile-de-France, on peut envoyer notre verre plat à Compiègne par l'intermédiaire justement de collecteurs qui sont agréés pour récupérer ce verre plat, le casser dans de bonnes conditions pour qu'il soit le plus propre possible. Et en fait, cette information, elle est déjà très récente, puisque nous, sur ce chantier, on arrive à massifier du verre plat. Sauf que jusqu'à présent, on n'avait pas justement cette possibilité de le valoriser. Et c'est tout le propos qu'introduisait Marie sur la création de filières et la performance de ces filières, c'est que nous, on est capable d'acheminer et de mettre des consignes de tri drastiques sur les chantiers si on sait derrière que ça a un intérêt filière, matière réelle. Donc l'un et l'autre s'alimentent. Alors justement, Marie Combarieux, qu'est-ce qui explique que certaines filières se soient mieux développées que d'autres et finalement, quels sont les éléments de blocage sur les filières qui ne sont pas encore développées en termes de recyclage? Encore une fois, c'est une question de filière. On parle de la filière du verre. De la même manière, la filière de la laine de verre est techniquement tout à fait au point. Et de la même manière, on peut récupérer de la laine de verre et la retransformer à l'infini en laine de verre. La technologie existe. Alors qu'est-ce qui bloque? C'est le professionnel, c'est la politique, c'est le coût? L'usine de laine de verre qui arrive à recycler cette laine de verre se situe à Orange, dans le sud de la France. Si vous produisez ce déchet en Île-de-France, il va falloir que vous déplaciez ces volumes de laine de verre énormes, qui ont beaucoup de volume, pas forcément beaucoup de poids, mais du coup qui, en transport, sont extrêmement coûteux. Ou alors, il faut organiser une presse à balles à un niveau intermédiaire pour massifier, presser et puis transporter tout ça dans le sud de la France. Là encore, en termes d'impact environnemental global, il va falloir mettre dans la balance le transport. Des usines de laine de verre, il y en a 3 à 4 en France, il n'y en a pas partout sur le territoire. Donc là, c'est une histoire de maillage territorial. De maillage territorial. Donc l'enjeu, c'est finalement d'avoir des sites intermédiaires qui permettent de massifier les petits flux, ou même des gros flux, mais tout ça va finalement dans des grosses usines qui sont capables d'intégrer du gros volume. Je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait de bonnes nouvelles parce que les filières, elles sont en train de se mettre en place. Ces industriels dont on parle, ils savent techniquement intégrer ces matières premières secondaires. Il y a une autre bonne nouvelle. Tu parlais, Stéphanie, tout à l'heure du fait que souvent, ça permet dans le process industriel de consommer moins d'énergie, d'utiliser des matières premières secondaires. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il y a une dernière bonne nouvelle, c'est que ça produit de l'emploi également. On parlait de dissocier éventuellement des matériaux composites. On parlait de filières et donc c'est du transport. Et tout ça, ça
créer des emplois qui ne sont pas délocalisables, pas mal de manutention, peut-être des opportunités de réinsertion. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle sociale également. J'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, on sait très bien que l'essor du recyclage et de ces filières dont on a parlé vont permettre aussi de créer des emplois. Et donc c'est la troisième bonne nouvelle. Est-ce qu'on va voir d'ailleurs de nouveaux emplois émerger, Johanna Ferrière-Bello? Oui, tout à fait. Marie parle de cette manutention et nous, on les appelle chez nous les hommes verts. Ces personnes clés qui savent reconnaître la matière, l'adresser de la meilleure façon, avoir des astuces pour la compresser et massifier pour gérer justement le stockage avant évacuation. Donc on a effectivement des nouveaux métiers qui vont émerger. Effectivement, on essaye de les favoriser en insertion sociale, mais ça peut venir de tout horizon et puisqu'il y a un gros enjeu sur la culture et sur les process qui sont déjà très ancrés, qu'il faut combattre au quotidien. Et donc, effectivement, c'est des nouveaux métiers qui vont se créer, qui vont se généraliser, mais qui vont aussi se partager avec, par exemple, sur les chantiers, des hommes trafic ou des hommes en charge de la logistique qui vont se convertir petit à petit à être des managers du zéro déchet. Alors, comment finalement on pourrait réduire les coûts de gestion des déchets pour que le recyclage ne représente plus un surcoût pour les professionnels du BTP, puisque l'enjeu économique, c'est finalement le nerf de la guerre? Marie Combarieux. Je ne pense pas que les coûts vont diminuer, mais au regard des coûts de la mise en décharge, eh bien, ils vont devenir intéressants. Le gouvernement l'a annoncé, la taxe sur, ça s'appelle la taxe générale sur les activités polluantes, va augmenter. Et donc, la mise en décharge, à l'occasion de laquelle on paye cette taxe, va augmenter. Et la décharge, c'est donc l'enfouissement. Et donc, par rapport à l'enfouissement, il est évident que si ce coût d'enfouissement augmente, alors le coût de recyclage deviendra plus intéressant. C'est un petit peu complexe parce que dans ce coût de recyclage, on l'a bien compris autour de cette table ce soir, il y a le coût du tri, il y a le coût du transport qui doit être fin, le coût du process, éventuellement de la séparation des composites. Mais voilà, l'opportunité, elle est là du fait de cette augmentation de la fiscalité liée à ça. Et puis la maturité quand même des filières qui sont en train de s'organiser. L'intégration de ces matières premières secondaires par les industriels va faire que ça va fluidifier l'économie du système, bien entendu. Stéphanie Coulon. En complément de cette taxe sur l'enfouissement, actuellement est en préparation un projet de loi économie circulaire et anti-gaspillage. Un focus est fait sur les déchets du bâtiment. Et justement, tout l'enjeu de cette loi va être de réussir à trouver un système, une incitation économique pour permettre de rendre justement le tri des déchets attractif. Et du coup, que l'entreprise de bâtiment, sur son chantier, qu'elle ne réfléchisse plus à se dire si je fais ça, je vais perdre du temps, je vais perdre de l'argent, etc. Mais justement, d'amener au geste de tri naturellement. Donc là, sont en réflexion, ces réflexions sont en cours dans le cadre de ce projet de loi. Johanna Ferrière-Bello. Je crois je vais pousser une porte déjà un peu ouverte, mais pour qu'on arrive à emmener tout le monde sur ce terrain, bien sûr, il va falloir avoir une incitation financière, mais au-delà de ça, c'est qu'on va en fait monétiser un petit peu cette matière en considérant comme de la matière et non un déchet. Quand on parle du sujet de l'économie circulaire, on peut activer le réemploi, le recyclage, etc. Mais pour organiser ça, en fait, c'est qu'il y a un geste de rachat, même s'il est très, très infime. Mais ça fait juste sortir du statut que c'est quelque chose qui me coûte et qui est un déchet qui n'a plus de valeur. Il faut qu'on arrive à intégrer chez chacun que ça a de la valeur sous forme de matière, sous forme de produit. Et en fait, cette valeur, elle va être de plus en plus financière. Et du coup, ces cycles vont pouvoir se créer. Alors le risque n'est-il pas finalement que le matériau, une fois recyclé, revienne plus cher puisque on va répercuter le coût du recyclage sur ce matériau final ? Stéphanie Coulon. C'est justement tout l'enjeu de la loi et de ce qu'on va réussir à produire au travers de cette loi. C'est-à-dire, certes, ce prix va être répercuté sur, très certainement, et je parle au conditionnel parce que la loi n'est pas publiée, mais sur le coût des produits et des matériaux de construction. Mais l'idée, c'est de rendre cette hausse de coût la plus supportable possible pour que ça ait un impact le plus faible possible sur les coûts de construction au global. Et que cette charge soit donc répartie sur l'ensemble des produits et matériaux de construction pour qu'on puisse, avec cet argent-là, cibler des actions pour justement booster les filières de recyclage. Et on l'a vu tout à l'heure, toutes les filières de recyclage n'ont pas les mêmes enjeux. Certaines ont des problèmes de collecte,
On a donné l'exemple, par exemple, le bois, le verre, etc. D'autres ont des enjeux de débouchés. Je pense notamment au bois. Aujourd'hui, on constate que les déchets de bois s'accumulent sur les plateformes, faute de débouchés suffisants. Certes, il y en a une partie qui va dans le recyclage des panneaux de particules. Il y en a une autre qui va en valorisation énergétique. Mais néanmoins, il n'y a pas assez de débouchés. Donc, chaque filière a ses enjeux. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment cibler les actions en fonction des priorités de chaque filière. Johanna Ferrière-Rebello. Pour prendre un exemple très concret, chez Bouygues, on achète des matériaux intégrant des matières premières secondaires, comme des peintures, comme des faux planchers, comme du carrelage. Aujourd'hui, ces matériaux, qui sont composés à 75% de matières valorisées, pour la plupart, ne sont pas plus chers. Ne sont pas plus chers puisqu'ils ont été travaillés avec de la matière qui a été donnée gratuitement. Ils ont été travaillés dans une localité plus proche de ce qu'on peut imaginer. Donc, il y a aussi de beaux espoirs vis-à-vis de ça, où ce coût-là n'est pas toujours répercuté, puisque des équilibres s'organisent petit à petit. Ça ne sera pas toujours le cas, mais en tout cas, sur certains produits, ça existe déjà. Stéphanie Coulon. Oui, j'avais envie d'ajouter que rien ne sera possible si la maîtrise d'ouvrage derrière n'est pas moteur sur le sujet. Oui, il faut un vrai volontarisme des acteurs, des professionnels. C'est pas juste une question politique. Pour lancer la machine. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on parle de produits contenant une part non négligeable de produits recyclés, sauf qu'il y a aujourd'hui une certaine défiance envers ces produits. On se dit c'est un peu de la seconde main, c'est du matériau qui a été déjà utilisé, donc de moins bonne qualité. Or, ce n'est pas vrai. Alors, comment on rassure justement les un produit recyclé, il répond comme un produit neuf à une norme produit. Donc, à des exigences qualité du même niveau d'exigence qu'un produit neuf. Une plaque de plâtre qui contient 10 à 15% de gypse recyclé a exactement la même qualité technique qu'une plaque constituée à 100% de gypse naturel. C'est parce qu'elle répond à une norme qui définit ces exigences. Je me permets de rajouter également que, puisqu'on parle du maître d'ouvrage, si jamais celui-ci est un particulier, il faut également qu'il exige la traçabilité de la gestion des déchets. Sur tout type de chantier, cette transparence doit être une exigence, peut-être même conditionnelle du paiement de la facture finale. Et sur tout type de chantier, il faut que le professionnel du bâtiment qui a travaillé sur le bâtiment soit en mesure de prouver qu'il a bien déposé ses déchets dans une déchetterie qui est certifiée, donc ça peut être une déchetterie CPE ou dans une filière de recyclage immédiatement. Mais quoi qu'il arrive, il faut que cette traçabilité, elle soit assurée et exigée par le maître d'ouvrage. Et aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment le cas. Il est très rare qu'un particulier qui commande des travaux de rénovation exige de voir les bons de dépôt de ces déchets en déchetterie. C'est la raison pour laquelle le professionnel peut les balancer dans la nature. En complément de faciliter justement la traçabilité et le recyclage derrière, ça sera un instrument pour aussi lutter contre les dépôts sauvages. Puisque clairement, si le maître d'ouvrage exige une traçabilité, derrière, l'entrepreneur n'aura pas d'autre solution, entre guillemets, que de s'orienter vers une filière réglementairement autorisée. Mmh. Et la consigne, là-dedans, quel rôle elle peut jouer finalement, Johanna Ferrière-Rebello ? C'est le bon sens paysan, comme on le disait en introduction. La consigne, ça peut amener vraiment des économies de matière, d'emballage, de livraison plus raisonnée. Donc ça, c'est très intéressant. Ça peut aller jusqu'à même de la location de matériaux. Si on se dit, par exemple, sur des moquettes, au lieu de mettre une moquette neuve et puis de l'enlever à chaque fois qu'il y a un locataire qui vient, finalement, on a un service de location avec l'industriel qui est hyper bien organisé pour traiter ce genre de flux, puisqu'en plus, on a mis une moquette qui se décolle facilement parce que posée avec des adhésifs. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent s'imaginer au-delà de la consigne classique qu'on connaît dans nos familles. Donc ça, c'est un élément. Et puis après, il y a aussi, au-delà de la consigne, tout ce qui va être lié à l'industrialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est dans le secteur du bâtiment, on fait un prototype à taille humaine
et on amène tout sur un lieu où on construit. Et on réfléchit en même temps et on fait des expérimentations. Alors que l'idée, c'est plutôt de se dire tout ça peut se faire hors site dans des conditions beaucoup plus maîtrisées de gestion des flux, d'énergie, de coopération entre les flux de matière. Et ça peut amener beaucoup et peut-être sur certaines filières avoir des choses récurrentes quand on pense par exemple aux salles de bain où on peut faire de la préfabrication en masse et ça rejoint un petit peu l'idée aussi de la consigne et de quelque chose de suivi. Et la modélisation aussi, la technologie, elle peut apporter véritablement une plus-value et permettre finalement d'éviter un certain nombre de gaspillages de matériaux. Je pense notamment au BIM. Avant de parler du BIM, moi je voudrais parler tout simplement du digital et d'Internet qui permet une meilleure communication. Que ce soit au niveau local ou ce soit sur des terrains plus lointains, ça permet tout simplement d'associer l'offre matière et le besoin matière et l'intermédiation au milieu de tout ça, de créer une fluidité de l'information et des relations. Donc avant même de rentrer dans une grande technologie, je pense qu'aujourd'hui l'outil digital, et c'est par ce moyen-là qu'on a créé EcoDrop et fort heureusement, il y a beaucoup d'autres nouvelles sociétés qui se créent dans ce domaine-là en voyant cette évidence que finalement ce bon sens paysan dont parlait Johanna tout à l'heure nécessite que les gens se parlent et Internet permet à des gens qui ne se connaissaient pas de pouvoir échanger sur ces plateformes. Donc avant même de parler de technologie, je pense que Internet permet cette communication qui est nécessaire dans ces filières. Stéphanie Coulon. Pour revenir au sujet du BIM, effectivement, le BIM est un outil formidable pour connaître justement la composition, entre guillemets, d'un bâtiment. Et très précisément, puisque chaque matériau, chaque produit est référencé dans la maquette numérique. Aujourd'hui, le BIM est en cours de déploiement. Donc, aujourd'hui, je rappelle juste que le BIM, donc, c'est la modélisation 3D des bâtiments. Voilà. Il se met en place progressivement. Aujourd'hui, les bâtiments qu'on déconstruit, qu'on rénove, n'ont pas été construits sous maquette BIM. Donc, il va falloir du temps avant que les bâtiments du coup, qu'on va déconstruire, on puisse avoir cette information et rechercher cette information précisément. C'est bien dommage parce que, notamment dans les bâtiments dans lesquels on a de l'amiante, donc des bâtiments d'avant 97, si on avait eu la maquette BIM à ce moment-là, on aurait su exactement où se situent les matériaux qu'il faut justement traiter particulièrement avec une vigilance particulière et permet du coup d'éviter des contaminations possibles dans le recyclage. Parce que ça, c'est un risque aujourd'hui dans le recyclage de contaminer, alors que ça soit par des substances interdites aujourd'hui, je pense aux peintures au plomb, des fenêtres, qui du coup sont aussi des facteurs qui peuvent ralentir et expliquer qu'on ne recycle pas autant qu'on le voudrait. Johanna Ferrière-Rebello. Oui, un petit complément au sujet du BIM. Aujourd'hui, le BIM se déploie effectivement, mais beaucoup sur des questions de structure et d'études techniques et beaucoup moins sur des aspects de finition. Donc même quand vous avez une maquette numérique, elle ne vous dit pas quel luminaire vous avez mis en place parce que c'est un niveau de détail que les acteurs ne sont pas encore prêts à saisir. Et quand bien même ce travail serait fait à la livraison, après le bâtiment il a une vie, une exploitation. Et là, il peut subir plusieurs rénovations, plusieurs changements. Et ça, souvent, en fait, c'est pas mis à jour. Donc je pense qu'il va y avoir en complément du BIM quelque chose qui va se déployer d'assez simple, qui existe dans la grande distribution, qui existe dans les entrepôts, pour que le bâtiment devienne une banque de matériaux. Ça va être peut-être des QR codes dans chaque cloison, peut-être des puces RFID pour suivre les matériaux, pour vraiment sortir de cette grosse maquette, mais de quelque chose de simple qui se lie peut-être avec des téléphones, pour se dire à chaque fois que je change quelque chose, en fait, c'est simple de le scanner et de savoir où il est. Alors, dernière question avant de se quitter. À votre avis, d'ici combien de temps est-ce qu'on peut espérer que le recyclage de l'ensemble des déchets de la construction devienne finalement un automatisme sur l'ensemble de nos chantiers? Quels sont vos pronostics? Stéphanie Coulon. Alors, je vais essayer de vous apporter un pronostic
que je pense assez réaliste, même si on aimerait que ça aille plus vite. Il y a pas mal de choses quand même qui font qu'il faut embarquer tout le monde. On a parlé beaucoup de gros chantiers, c'est vrai, dans cette émission. Il ne faut pas oublier tous les artisans qu'il faut embarquer, qu'il faut sensibiliser, former au tri, etc. Et pour cela, la FFB a d'ailleurs déployé pas mal d'outils sur le sujet. Donc je dirais, aujourd'hui, on considère qu'on est à un taux de valorisation matière des déchets du bâtiment environ un peu moins de 70%. Valorisation matière globale. Tout confondu, recyclage, réemploi, mais également remblai de carrière, etc. Je pense qu'on peut atteindre facilement 10% de plus, autour de 80%, justement en boostant le recyclage des filières dont on a parlé aujourd'hui. Notamment, il y en a d'autres, sous 10-15 ans. 10 ans, 10% de plus. Pour aller au-delà, je pense que ça prendra un peu plus de temps. Je dirais qu'on pourrait atteindre une circularité déjà assez exemplaire, mais 2050. Johanna Ferrière-Vélo. Moi, je vais apporter un œil de constructeur. Je pense que les Jeux Olympiques vont être un beau démonstrateur. Peut-être pas aussi ambitieux que tout le monde le voudrait, mais en tout cas, vont mettre beaucoup d'acteurs en mouvement. Et donc, par ce symbole, peut-être qu'on arrivera à aller plus vite sur certains aspects. En tout cas, je l'espère. Les choses sont déjà en marche pour plein de sujets. Donc, il y aura des réussites parfois sur certaines filières et d'autres un petit peu moins. Donc ça, c'est un peu ma vision. J'espère que déjà dans 10 ans, on sera un peu plus loin. Marie Combarieux, le mot de la fin. Moi, je suis plutôt optimiste. Je trouve qu'il est en train de se passer quelque chose en ce moment. Preuve en est, on se connaît toutes, on est autour de cette table, on se bat tous sur ces enjeux-là. À des niveaux différents et à des responsabilités différentes. On sent que les industriels également sont vraiment concernés et ils sentent que c'est une priorité aujourd'hui d'intégrer plus de matières premières secondaires. Et je pense que c'est là l'étincelle en fait. À partir du moment où eux, ils vont appeler plus de matières, les filières, elles vont effectivement s'organiser, se dynamiser. Les constructeurs vont du coup avoir des solutions économiquement viables. C'est extrêmement important. Et puis, sous l'effet du travail de tous les acteurs, je pense que les artisans du bâtiment, qu'ils soient sous-traitants des gros chantiers, qu'ils soient sur des petits chantiers, vont avoir cette logique-là. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait une approche par la contrainte, mais il faut qu'il y ait une approche par la solution. Et que ce soit une solution qui soit économiquement incitative, qui soit simple. C'est pour ça que nous, on a créé EcoDrop. L'idée, c'est de dire, plutôt que vous fouettez parce que vous avez mis des déchets dans la nature, on vous apporte des solutions qui sont à votre niveau. Et pour eux, c'est simple. Et on sent que ça marche extrêmement bien. Pour les artisans, c'est aussi une vraie manière de se présenter comme un professionnel responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage. Et donc, ça fait la différence. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'époque où on vit, tout type de client peut préférer que le constructeur ou le rénovateur soit quelqu'un qui gère bien ses déchets. Ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui travaille bien. Johanna Ferrière-Vélo, un dernier petit mot. Un dernier complément pour dire qu'on a la possibilité d'inventer des modèles qui soient incitatifs, notamment par le bonus et pas que le malus. Et c'est vrai sur les chantiers, notamment les chantiers zéro déchet ultime, on réfléchit à une refacturation et à un bonus associé aux différents sous-traitants différents de ce qu'on sait faire habituellement. Et ça va vraiment aussi être un accélérateur puisqu'on va les embarquer, ils y verront leur intérêt et ça amènera beaucoup plus de transparence. C'était donc le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les trois, Stéphanie Coulon, Marie Combarieux et Johanna Ferrière-Rebello, d'être venues dans le pouvoir caché des matériaux. Et merci surtout de nous avoir éclairés sur les enjeux du recyclage des déchets de la construction. De notre côté, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de podcast.